Commençons justement par le rapport du New York Times. Il a été publié hier et il nous offre une analyse détaillée des stocks d'armes de l'Iran, ainsi que de son accès à ses missiles, notamment ceux situés le long du détroit d'Ormuz. Le journal écrit que l'Iran a rétabli l'accès opérationnel à 30 des 33 sites de missiles qu'il entretient le long du détroit d'Ormuz, ce qui pourrait menacer les navires de guerre américains et les pétroliers qui traversent ce passage étroit. L'Iran dispose encore d'environ 70% de ses lanceurs mobiles à travers le pays et a conservé à peu près 70% de son stock de missiles d'avant-guerre. Ce stock comprend à la fois des missiles balistiques et une plus petite quantité de missiles de croisière. D'accord, alors comme je regarde votre émission, je savais déjà tout ça. Enfin, peut-être pas les pourcentages exacts, mais bon, vous avez beaucoup parlé de l'état de nos armes, de ce qui a été épuisé, et aussi de la puissance militaire de l'Iran. Et on nous a un peu menti, pas seulement par le président et son administration, mais aussi par certains médias qui, franchement, se contentent de répéter ce que dit le gouvernement comme des sténographes. Ils recrachent simplement la version officielle, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous aviez compris tout ça avant ces grands reporters? Oui, parce que je fais attention à ce que dit l'autre camp et je regarde un large éventail de rapports. Vous voyez, on ne peut jamais prendre qui que ce soit au pied de la lettre, et je veux dire vraiment personne, dans des conflits majeurs comme celui-là. Mais il faut écouter ce qu'ils disent. C'est essentiel d'écouter ce qu'ils disent, puis de comparer avec ce qu'on peut vérifier sur le terrain. Et très souvent, certaines choses que l'Iran a dites se sont révélées exactes sur le terrain. Parfois non. Et d'autres fois, même les États-Unis, parfois, ils disent la vérité. Donc on ne peut pas tout rejeter d'un bloc, mais il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Eh bien, depuis des années, on a vu de nombreux rapports affirmant que l'Iran, depuis des décennies, construit ses villes souterraines de missiles. Et ils ont même diffusé des vidéos à ce sujet. Ce n'est pas comme si c'était un secret ou qu'il fallait croire quelqu'un sur parole. On voit littéralement des images panoramiques là-dessous, des vidéos montrant des kilomètres et des kilomètres d'installations souterraines immenses. Et on parle de tout, des avions de chasse, des bateaux et bien sûr des lance-missiles. Les sites de lancement eux-mêmes se trouvent, dans bien des cas, à l'intérieur de la montagne. C'est absolument incroyable. Et l'Iran l'a clairement montré. Tout le monde aurait pu le comprendre. C'était vraiment bien connu. J'ai parlé avec certaines personnes de notre communauté du renseignement, celles qui avaient eu accès à ces informations avant la guerre. Elles m'ont confirmé qu'on avait bien dit au président que ça ne fonctionnerait pas. Et quand on parle de ces villes souterraines, d'après ce rapport, 33 d'entre elles ont déjà été touchées. Mais il y en a aussi une vingtaine, peut-être une trentaine d'autres, dispersées un peu partout dans le pays, dont beaucoup n'ont même pas encore été utilisées. Et pour montrer à quel point elles sont importantes, et surtout à quel point elles sont solides, un rapport publié plus tôt dans la journée indique qu'une des installations souterraines de l'Iran, près d'Ispahan, aurait été frappée 20 fois pendant la guerre, soit en moyenne une fois tous les 2 jours pendant les 40 premiers jours, avec des munitions anti-bunker et des frappes de précision menées par des B-2. D'après les informations, il paraît qu'ils ont réussi à remettre le site en service en quelques heures, à chaque fois. Alors, quand on sait que l'Iran a enterré ces installations, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas affronter directement les États-Unis. Ils ne peuvent pas mener une guerre conventionnelle parce qu'ils savent que nos capacités en matière de missiles sont redoutables. Nos B-2, nos F-35, F-16, F-22, tous peuvent frapper ces cibles
ou tirer à longue distance avec les JASSM, les missiles de croisière, les attaques MS depuis le sol, toutes sortes d'armes extrêmement précises et efficaces. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont tout déplacé sous terre, pour que, le jour où la guerre qu'ils anticipaient éclaterait, ils soient presque à l'abri de nos attaques. On aurait dû le savoir. Et donc, on n'aurait jamais dû lancer une guerre qu'on ne peut pas gagner. Et ensuite, avoir cette audace, surtout de la part du président, du secrétaire Hegseth et de tous ces autres partisans de la guerre, de continuer à affirmer « On a détruit 80% de leurs missiles. On a tout anéanti. Ils n'ont presque plus rien. » C'était faux du début à la fin. Tout ce qu'ils nous répétaient sans arrêt, Anna, n'a jamais été vrai, et ils savaient que c'était pas vrai. Et maintenant, les médias, bon, on critique souvent les grands médias, c'est vrai, mais heureusement que CNN, le Washington Post, le New York Times, au moins, eux commencent à révéler certaines de ces choses. Alors, peut-être qu'il reste un peu d'espoir pour le quatrième pouvoir. Moi, je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils font de bien. Et ça, c'en est un bon exemple. J'ai eu une réflexion aujourd'hui qui m'a un peu inquiétée à propos de ce reportage, ou plutôt des motivations derrière ce reportage. Parce que d'un côté, il y a eu beaucoup de commentaires, peut-être inexacts, mais beaucoup de spéculations sur le fait que l'administration Trump voudrait sortir de cette guerre le plus vite possible, tout en essayant de présenter ça comme une victoire. Donc, quand Trump dit qu'il a anéanti l'armée iranienne, c'est une façon de présenter ça comme une victoire pour pouvoir se retirer. Je n'ai jamais vraiment cru à ces arguments, surtout parce que, selon moi, la vraie décision sur le fait de sortir ou non de la guerre, elle revient à Israël. Et si les Israéliens veulent qu'on continue, eh bien, on va continuer. C'est à quel point je pense que les Israéliens ont de l'influence sur notre gouvernement et sur notre politique étrangère. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il est possible que la raison pour laquelle des journaux comme le Wall Street Journal ou le New York Times, surtout le comité éditorial du Wall Street Journal, enfin, ils ont été de vrais supporters de cette guerre? Est-ce que vous pensez qu'ils essaient d'empêcher Trump d'en sortir en disant « Non, 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 l'Iran est très dangereux. Regardez leur capacité militaire, regardez le nombre d'armes qu'ils ont, leurs missiles. On doit rester engagé pour s'assurer qu'ils ne représentent plus une menace. » Vous pensez que c'est possible? Oui. Malheureusement, on ne peut rien exclure à ce sujet. Ils pourraient très bien essayer ça. Mais qu'ils l'aient voulu ou non, ils ont confirmé une chose. Nous ne devons surtout pas reprendre la guerre. Parce que ça montre que les 14 000 frappes que nous avons menées à travers l'Iran étaient quasiment insensibles à tout ce que leur défense aérienne a pu lancer. Tout ce que ça a fait apparemment, c'est réduire d'environ 30% l'efficacité de certains sites de missiles. Certains n'ont pas été touchés du tout et d'autres sont restés opérationnels. Donc si c'était vraiment leur intention, ça aurait dû se retourner contre eux pour quiconque fait preuve de bon sens. Parce que ça montre qu'on a utilisé localement environ 30 à 40% de toutes nos réserves restantes des systèmes de missiles les plus importants qu'on possède. Les JASSM, les missiles de croisière à longue portée, les Tomahawk, les systèmes de défense aérienne longue portée THAAD et les missiles de défense aérienne standard PAC-3. On a consommé une énorme partie de tout ça et on n'a fait qu'effleurer la surface. C'est à peu près tout. Alors, vous voulez y retourner, réduire encore davantage ces stocks, affaiblir encore plus nos capacités, au point qu'on ne serait même plus capable de se défendre. Déjà, Anna, tout ça a été un énorme, mais alors énorme gaspillage de nos capacités de sécurité nationale. Vraiment colossal. Réfléchis-y un instant. Contre une puissance intermédiaire comme l'Iran,
on a consommé, et le chiffre exact est classifié, mais disons quelque part entre 30 et 45% de tout ce qu'on avait de ces systèmes de missiles clés, offensifs et défensifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve dans une guerre imprévue contre un adversaire sérieux, comme la Chine, la Russie, peut-être la Corée du Nord, ou même si on doit retourner affronter l'Iran, bon sang, on va tout épuiser et on sera presque sans défense. Pour moi, c'est une erreur énorme dès le départ et il ne faut surtout pas recommencer. Je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et quand on prend en compte le fait que la production de ces intercepteurs de missiles THAAD, eh bien, ça prend énormément de temps à fabriquer. C'est aussi très coûteux. Et ce sont justement ces missiles-là qui sont utilisés pour abattre les drones iraniens, incroyablement bon marché, facile et peu cher à produire. Donc, l'usage des drones dans cette guerre, mais aussi les États-Unis dans une position clairement désavantageuse. Maintenant, je voudrais parler un peu du secrétaire à la défense, ou de la guerre selon comment on veut l'appeler, Pete Hegseth. Il témoignait hier devant le Congrès à propos de la guerre contre l'Iran. Et tu vas être surpris d'apprendre que son comportement a été pour le moins inapproprié. Je veux te montrer un petit exemple. Allons à la première vidéo. Vous avez dit il y a quelques instants, Monsieur le Secrétaire, que nous contrôlons le détroit. Mais il est clair que la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic commercial nous échappe. En grande partie parce que l'Iran dispose encore d'un important stock de drones Shahed, bon marché et meurtriers, et nos adversaires les aident à les reconstruire. Quelle est votre stratégie pour rouvrir le détroit d'Ormuz, Monsieur le Secrétaire? Je tiens simplement à dire que la majeure partie de votre question était très trompeuse et pleine de sous-entendus avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Votre réaction, colonel? Franchement, ça m'est complètement égal que vous soyez d'accord ou pas. On ne contrôle pas le détroit. Et qu'un sénateur, je crois que c'était la Commission des Forces armées du Sénat, demande au secrétaire à la guerre « Quel est votre plan pour le rouvrir ?» C'est la question la plus basique, la plus élémentaire qui soit. Et quand il répond « Oh, je n'accepte pas le postulat de la question », qu'est-ce qu'il n'accepte pas exactement? J'ai peut-être raté un passage, mais enfin, le fait est que le détroit est fermé. Il l'a toujours été depuis le début, et il ne l'avait jamais été pendant les 47 années avant qu'on ne se lance dans cette guerre insensée qui n'aurait jamais dû commencer. Donc oui, c'est une question tout à fait légitime. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le rouvrir? Eh bien, je peux vous le dire d'un point de vue militaire, rien. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le forcer à s'ouvrir. On a tout essayé, absolument tout, la première fois. Toute la puissance navale, la puissance aéronavale, les forces basées à terre, les bombes anti-bunker, les F-35, les F-16, les F-22, les A-10, tout ce que vous pouvez imaginer. On a tout essayé. Rien n'a marché et rien ne marchera, parce qu'il y a tellement de façons pour l'Iran de garder ce truc fermé. En réalité, ce n'est pas très difficile à maintenir fermé, pour plusieurs raisons qu'on pourrait détailler si vous voulez. Mais au fond, il n'a pas de solution, parce que la seule manière de vraiment le rouvrir, c'est celle que le président et le gouvernement détestent plus que tout. Et cette solution, c'est soit d'accepter une forme d'accord négocié qui convienne à l'Iran, soit de simplement s'en aller et de faire semblant d'avoir gagné, comme vous l'avez dit. Ce qui, ironiquement, est ce que j'espère qu'ils feront, parce que c'est le moindre mal parmi toutes les options possibles. Mais ce sera forcément l'une de ces deux-là. Ce ne sera pas l'option militaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui m'a vraiment agacé dans l'émission d'hier, parce qu'on montrait ces vidéos publiques, c'est le passage qu'on va regarder maintenant. Voilà donc Hegseth
qui dit exactement le contraire de tout ce que vous venez de dire. Regardez. Oh mon Dieu. Pouvez-vous simplement confirmer devant la Commission qu'il n'existe aucun mécanisme ou moyen militaire pour rouvrir le détroit? Il existe très certainement des moyens militaires pour rouvrir le détroit, à la fois en frappant des cibles terrestres et aussi grâce à nos capacités navales, sans parler de notre blocus maritime. Si c'est vrai, et ce n'est pas ce qui nous a été dit lors des réunions privées, pourquoi ne l'avez-vous pas déjà fait? Au final, la meilleure solution à long terme serait un accord où ils ouvriraient l'accès. D'après vos propres estimations du renseignement, comme cela a été rapporté, les Iraniens seraient en mesure de tenir pendant plusieurs années. C'est donc une stratégie à haut risque de parier sur le fait que la pression économique finira par les pousser à rouvrir volontairement le détroit. L'histoire militaire montre pourtant clairement que les pays attaqués, envahis ou occupés sont souvent prêts à endurer énormément de souffrances économiques pour préserver leur fierté nationale. Oui, nous en sommes bien conscients. Nous les avons tous étudiés. Nous comprenons très bien ces exemples historiques. Et ce n'est pas seulement une question de pression économique. Il y a aussi la pression militaire, la pression diplomatique. Et bien sûr, nous disposons d'une marge de manœuvre bien plus importante sur le plan militaire si le président décidait d'y avoir recours. J'aimerais avoir votre réaction à ce sujet, mais je voudrais aussi parler du rôle qu'a occupé Hegseth. Stevens a exercé cette fonction. Mais commençons d'abord par votre réaction à ce qu'il a dit. Oui. Enfin, d'abord on voit bien qu'il trébuche sur ses mots, qu'il cherche quelque chose à dire, juste pour éviter la réponse évidente, celle que le sénateur a clairement exposée. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon d'y répondre que de dire « je ne peux pas l'ouvrir, sinon on l'aurait fait ». C'est complètement absurde de prétendre qu'on aurait pu l'ouvrir militairement, mais qu'on a choisi de ne pas le faire parce qu'on voulait explorer une autre voie. Alors qu'on a mené une guerre pendant 40 jours d'affilée, bombardé 14 000 cibles et fait tout ce qu'on a fait. Et puis tout à coup, on se serait arrêté parce qu'on voulait essayer autre chose. C'est évidemment absurde, rien qu'à l'entendre. Et le fait qu'il affirme le contraire, franchement, c'est mentir. Je ne vois pas comment on peut le dire autrement. Je me souviens quand Trump a nommé Hegseth comme secrétaire à la Défense, et il s'est passé quelque chose de très typique. La gauche en faisait tout un scandale, de façon négative. La droite, elle, applaudissait l'idée. Ils adoraient ça. Moi, j'ai regardé son parcours et honnêtement, je n'ai pas vraiment compris en quoi il était qualifié pour ce poste. Et si je dis ça, c'est parce que oui, je sais qu'il a servi dans l'armée. Mais avoir été militaire, ça ne veut pas forcément dire qu'on a les compétences nécessaires pour prendre les bonnes décisions sur des questions de guerre et de paix. Il a été présentateur sur Fox. Je suppose que Trump aime bien son apparence. Mais à part ça, tout ce qu'on a vu de Hegseth, surtout en ce qui concerne la guerre contre l'Iran, c'est qu'il a pris une situation déjà mauvaise et l'a rendue encore pire, avec une rhétorique absurde qui ne donne pas une bonne image du peuple américain. C'est mon avis, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Oui, quand il a d'abord été nommé, puis qu'on a commencé à le voir dans plein d'interviews à la télé, et ensuite pendant son audition de confirmation, je vais être honnête, je me suis dit, tu sais quoi, donnons-lui une chance. Parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est quelqu'un qui arrive là et qui soit juste comme Lloyd Austin, le précédent. Un type qui a un super CV, qui passe du privé au public. Et au final, tout ce qu'ils font, c'est perpétuer les mêmes choses encore et encore. Ils surveillent le système, mais ils ne font rien pour le réformer, pour le faire entrer dans le monde moderne.
Et je me suis dit, c'est sûrement la dernière chose dont on a besoin. Peut-être qu'il nous faut un nouveau gars, quelqu'un qui a fait 2 missions de combat, qui a reçu une bronze star pour sa bravoure, ce qui veut dire qu'il sait vraiment ce que c'est, le combat réel. Alors je me suis dit, bon, peut-être que s'il comprend comment les choses se passent vraiment sur le terrain et qu'il a au moins la vision d'un officier expérimenté, il pourra peut-être faire ce qu'il a promis. Et je l'ai dit à l'époque, s'il fait ce qu'il a annoncé pendant son audition, alors peut-être qu'il pourra faire quelque chose de bien. Ramener l'esprit guerrier, rétablir la responsabilité, moderniser le département de la Défense, et ainsi de suite. À l'époque, c'était encore le département de la Défense. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il est arrivé, il a viré plein de gens. On voyait bien qu'il adorait le poste. Ensuite, il a commencé à faire venir une équipe de télé en permanence, avec le maquillage et tout le reste. Et l'une des toutes premières choses qu'il a faites, c'était toute cette histoire de Signalgate. Et c'est là que j'ai dit, oh mon Dieu. Je me suis senti idiot d'avoir dit, donnez-lui une chance. Parce que la toute première chose qu'il a faite, c'est d'utiliser Signal pour planifier des opérations. Et c'était évident. Tous ceux qui ont passé assez de temps dans l'armée, même juste comme simples soldats ou sous-lieutenants, savent que c'est totalement interdit. On va en prison si on fait de la planification opérationnelle sur une appli civile. Tout le monde le sait. Et ensuite, il a menti en disant « ce n'était pas opérationnel ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que je m'étais fait avoir. Il n'a aucun sens moral. Il n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs ni à faire ce qu'il faut dès le départ. Et à partir de là, tout s'est dégradé. Je voudrais terminer cette partie de notre conversation en vous montrant une vidéo avec Larry Kudlow qui travaille maintenant sur Fox Business. Il a fait partie de la première administration Trump et franchement, il est complètement stupéfait par les sondages d'opinion qui sortent aux États-Unis, montrant un affaiblissement du soutien à Israël et que la majorité des Américains ne sont pas d'accord avec cette guerre contre l'Iran. Voici comment il a réagi. En ce qui concerne le changement de régime, le président a dit dès le départ qu'il espérait que le peuple iranien s'en chargerait lui-même, qu'il irait chercher et garantir les libertés qu'il souhaite. 42 000 personnes ont perdu la vie simplement pour avoir protesté contre la répression. Inhumain. Franchement, c'est le pire. C'est inhumain, c'est digne des nazis. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Oui, absolument. Depuis l'Holocauste. Et on ne peut pas détourner le regard. Parce que regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Tellement de dirigeants ont préféré fermer les yeux. Trump, lui, c'est pas quelqu'un qui va faire comme si de rien n'était. Comment un parti politique peut-il, sérieusement, s'opposer à ça? Eh bien, ils le font. Oui, je sais qu'ils le font. Les démocrates le font. Je ne comprends pas. Écoutez, c'est pire que le 11 septembre, d'une certaine façon. Enfin, pas vraiment pire, parce qu'on a perdu presque 3000 personnes ce jour-là. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Mais à l'époque, tout le monde était uni dans la défense et le patriotisme des États-Unis. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Comment est-ce possible? L'Iran est d'une certaine manière pire, plus grand qu'Al-Qaïda. L'Iran, ils ne nous ont pas encore infligé de dommages directs, mais on prend le risque de voir Boston, New York, Chicago, peu importe la ville, subir ce genre de choses. Et comment des gens peuvent-ils tout à coup se retourner contre Israël? Une démocratie. Je ne sais pas si c'était les 2 martinis du déjeuner qui parlaient ou s'il croit vraiment ce qu'il dit, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Waouh, ça je l'avais pas vu venir. Franchement, c'était un choc. J'ai utilisé quelques-uns de ces extraits dans mon émission, mais celui-là, je l'avais raté.
Et alors là, c'est complètement déconnecté de la réalité. Ce que je crains, et ce que je soupçonne aussi, c'est qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Autrement dit, les sources d'informations qu'il consulte, d'où qu'elles viennent, il pense peut-être qu'elles disent la vérité. Et du coup, il doit être sincèrement étonné de voir que les Américains qui ont été attaqués le 11 septembre, avec Washington, la Pennsylvanie et New York, frappés par une menace extérieure et tous les dégâts que ça a causés, ne réagissent pas de la même façon quand on part attaquer quelqu'un qui, lui, ne nous a pas attaqués, ne nous menaçait pas, et qu'en plus, on viole notre propre constitution, la loi sur les pouvoirs de guerre et le droit international. À part ça, tout allait bien. Alors pourquoi pense-t-il que quelqu'un va soutenir ça? Et ensuite, il s'étonne que les Israéliens ne soutiennent pas Israël alors qu'ils sont engagés depuis le début dans cette folie génocidaire. Écoutez, je l'ai dit dès le tout début, dès le 7 octobre, dans les jours qui ont suivi, sur Fox News. J'ai dit, écoutez, n'importe quel pays attaqué par une organisation terroriste de ce genre, qui a tué, je ne sais plus, près d'1 millier de civils, forcément, il va riposter. Nous, on l'a fait. Tout le monde le ferait. C'est dans la Charte des Nations Unies. C'est simplement une réaction humaine normale. Mais j'ai aussi dit que la manière de le faire, ça compte. Et puis, quand il est devenu évident, quelques jours plus tard, qu'ils allaient saisir cette occasion pour entrer et commencer à détruire aveuglément la bande de Gaza, en tuant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage, j'ai dit très clairement à ce moment-là, cela met Israël sur une voie dangereuse, une voie qui ne lui apportera pas la sécurité. On ne peut pas atteindre un objectif politique par la force militaire, ni garantir la sécurité en créant encore plus d'insécurité. Et bien sûr, cela a des conséquences quand des dizaines de milliers de personnes sont tuées encore et encore. On le voit, tout le monde peut le voir. On est en train de raser méthodiquement toute la structure de vie là-bas. Il n'y a aucune utilité militaire là-dedans. Même s'ils le répétaient régulièrement et qu'on leur offrait une couverture politique et diplomatique, ça n'a jamais été vrai. Et les gens ordinaires peuvent le voir très facilement. Alors, quand il se dit surpris par ça, ça veut dire une chose. Soit il fait partie de ceux qui acceptent ce genre de destruction, qui estiment que les Israéliens comptent plus que les Palestiniens et que les autres, finalement, ne comptent pas. Donc c'est acceptable de les tuer ou de les chasser de leur terre. Soit il est tout simplement aveugle. Ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une troisième explication, mais honnêtement, je n'en vois aucune qui soit rationnelle. C'est intéressant qu'il ait voulu en faire une question partisane, parce qu'il y a de plus en plus d'électeurs républicains, des gens qui se disent républicains, qui ne sont pas d'accord non plus avec cette guerre. Même si, je le reconnais, le pourcentage est plus élevé du côté démocrate. Je trouve que ce comportement et la réaction des Américains ordinaires face à l'attitude d'Israël ont été très révélateurs pour moi, personnellement. Parce qu'avant, je voyais tout ce qui se passait dans notre pays à travers un prisme hyper partisan. Et quand on fait ça, on finit forcément par se convaincre que l'autre camp est dangereux, qu'il veut des choses terribles et qu'il ne valorise pas la vie humaine. En fait, s'il y a un point positif dans tout ce qui se passe, c'est que ça m'a réveillée. Ça m'a fait prendre conscience que la plupart des Américains sont au fond de bonnes personnes. Peu importe que vous soyez conservateur, libéral ou de gauche, peu importe. Si vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, si vous voyez la perte de vies humaines innocentes, la trahison qui s'y déroule, et que vous vous élevez contre ça, que ça vous révolte, alors ça veut dire que vous êtes vraiment une personne décente. Et savoir que la majorité de mes compatriotes américains sont des gens bien, qui voient ce massacre à l'étranger et qui en sont profondément choqués, ça me donne un peu de tranquillité d'esprit. Je pense que nous, les Américains,
on va surmonter la situation terrible dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais il faut garder cet optimisme sur ce que sont les Américains en tant que peuple. Je ne parle pas des gens au pouvoir, je parle des Américains ordinaires. Et les voir réagir négativement à ce qui se passe au Moyen-Orient, ça me redonne un peu d'espoir.